jour, à l'instar de celle de Notre-Dame-des-Landes? On ne peut pas l'exclure parce que vous avez plusieurs éléments qui indiquent ça. La première, c'est que depuis la mise en place de ce projet, vous avez un nombre de dégradations continues de la part d'éléments qui sont jugés radicaux par la préfecture de police. Et donc, vous avez des personnes non seulement qui sont des manifestants locaux et qui ont le droit de manifester contre un projet, mais vous avez l'afflux en fait de personnes qui correspondent traditionnellement à ce qu'on voit dans les autres endroits qui ont constitué des ZAD ou en tout cas des zones de tension avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous diriez que c'est des participants qui sont radicalisés? Est-ce que ce mot-là est approprié? Alors, à ce stade, on ne peut pas le dire, parce que tant qu'ils ne sont pas là, en fait, on ne peut pas déterminer. Mais en tout cas, on voit bien que selon ce que dit le préfet, qu'il y a un risque qui est quand même important, parce qu'il voit, notamment dans les contrôles, que des gens viennent avec des outils qui ne sont pas conventionnels dans une manifestation, donc ils ne viennent pas uniquement là pour uniquement manifester de manière bon enfant avec ce qu'on appelle des turboteufs. Ils sont là également pour en découdre avec des forces de l'ordre. Et c'est là où on a un risque, parce qu'en fait, on a vu progressivement à plusieurs endroits, comme à Notre-Dame-des-Landes, que des zones peuvent s'installer et que des gens en fait utilisent les manifestations et éventuellement des choses qui sont beaucoup plus radicales, et notamment des affrontements avec les forces de l'ordre, pour en fait faire bloquer un projet. C'est-à-dire que petit à petit, on est passé d'une écologie qui manifestait de manière plutôt bon enfant, c'est-à-dire qu'il fallait taguer des McDo, etc., à des événements qui sont beaucoup plus radicaux et qui créent une tension au niveau local. Et justement, ça va poser problème en termes de démocratie. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les élus qui décident sur la mise en place d'un projet ou est-ce que ce sont les manifestants qui ont le pouvoir de bloquer? Je pense qu'ils ont plusieurs difficultés. C'est que le projet est légal, que le projet n'est pas forcément légitime parce qu'il y a des incertitudes sur deux choses. La première, c'est une incertitude économique, c'est-à-dire que la rentabilité du projet est certes avancée, c'est-à-dire que ça permet de faire gagner du temps aux utilisateurs, 25 à 35 minutes, en fonction des heures de pointe. Le meilleur des cas, si vous connaissez le coin. Mais c'est pas énorme non plus, enfin ça c'est pas significativement net, et l'impact économique est certes important, mais il n'est pas non plus révolutionnaire comme l'aurait pu être d'autres projets. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle est politique. Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez les enquêtes d'opinion qui sont portées dans un cas de référendum local, on est sur un cas de 50-50. Ouais. Et donc la difficulté, c'est que si la Cour d'appel partait sur un jugement qui était négatif, le Sénat, parce que c'est le Sénat qui porte le texte en fait principalement, notamment par intermédiaire de Bruno Retailleau, aurait eu du mal en fait à faire passer ce qu'on appelle une loi d'habilitation a posteriori. Donc pour eux, j'imagine que l'idée c'est plutôt de le faire passer a priori pour en fait faire porter la responsabilité du blocage sur les manifestants, sur éventuellement des black blocs ou sur des casseurs, pour en fait faire retourner l'opinion publique locale en faisant ce qu'on appelle un réflexe légitimiste classique, en disant c'est l'ordre ou le désordre engendré par les manifestants. À défendre ce projet de tronçon de la 69. En fait, c'est le grand clivage qu'on a, et même qu'on a vécu depuis le début de la semaine sur la question écologique. C'est est-ce qu'il faut mettre le paquet sur les questions économiques ou est-ce qu'il faut, au nom de l'écologie, en fait, faire des sacrifices sur le plan économique et sur le plan de ce qu'on appelle l'efficacité et la rentabilité. Carole Delga a des ambitions nationales et en fait, elle essaie d'incarner une ligne social-démocrate qui en fait est traversée en plein par ce courant, notamment qu'avaient vécu François Hollande et Manuel Valls lorsqu'ils étaient à l'Élysée à Matignon. Ça veut dire, est-ce qu'on est prêt, au nom de l'efficacité économique, notamment pour parler au centre, à être crédible sur les questions économiques, à sacrifier quelques valeurs de gauche et quelques enjeux de gauche, ou est-ce qu'on revient sur la question des valeurs? C'est toute la stratégie et c'est toute la division qui est traversée, tout le NFP et tout le Parti socialiste. Et je pense que s'ils veulent un jour s'en sortir, ils ne peuvent pas faire sans parler aux gens qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Donc, sur le plan tactique, c'est plutôt Carole Delga qui a raison. Sur le plan des valeurs, c'est les autres qui ont raison. Oui. Clairement, maintenant, dans les manifestations face à Emmanuel Macron, soit c'est des éléments radicalisés, soit ce sont des black blocs qui en fait profitent de toute manifestation contre les forces de l'ordre ou contre l'État et contre le gouvernement pour en fait s'insérer et pour provoquer un désordre. Moi, je pense que c'est dommageable pour eux parce qu'en fait, ça montre en fait qu'ils desservent leur cause. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le projet, c'est 50-50 actuellement, mais plus vous avez ces éléments radicaux, plus en fait ceux qui n'ont pas d'avis vont se ranger de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas être associés aux casseurs et aux dégradations. Honnêtement, je crois qu'ils s'en fichent. Leur volonté, c'est de mettre du désordre. C'est de mettre du désordre dans l'État. Je pense que c'est ça qui va justement faire passer la barre de l'autre côté. Ça, c'est possible. En faveur du projet. Ça, c'est possible, mais ça leur est égal. Parce qu'en fait, quand on regarde les sondages, on voit bien que depuis il y a eu des centaines de dégradations de véhicules, des centaines de dégradations, des dégradations d'exploitation agricole, des dégradations également de véhicules, de travaux, etc. Et en fait, ça coûte cher à l'État. Et les gens commencent à se dire, un peu comme au moment des Gilets jaunes, il y en a marre des dégradations, il y en a marre du désordre. Donc on va soutenir le projet et on va soutenir l'État face aux perturbateurs qui en fait n'agissent pas vraiment au nom de l'écologie, mais qui agissent uniquement pour tout casser, pour provoquer du désordre. Alors, oui. les plus pacifistes. Les soulèvements de la terre, il faut se rappeler quand même il y a quelques années que Gérald Darmanin avait prononcé leur dissolution. Le terrorisme sans succès. Sans succès d'un point de vue légal, parce qu'il y avait une question de lien entre les soulèvements de la terre d'un point de vue juridique. Et parce que les soulèvements de la terre, c'est des tas de groupes différents qui ne sont pas une association et qui sont très divers. Ils ne sont pas tous
méchants. Il y en a qui sont des gens qui font de la politique sur le terrain simplement. Ils n'avaient pas de preuve non plus qu'il y a un lien direct entre l'organisation stricto sensu, l'association, et les gens qui commettaient des actes, ce que Gérald Darmanin appelait d'éco-terrorisme. Par contre, là où il y a un véritable sujet, c'est que si c'est une organisation comme ça qui organise, on peut se dire qu'il y a des chances qu'au moins, à minima, il y ait des dégradations, voire il y a des altercations avec les forces de l'ordre. Et tout ça, moi, je pense que ça les dessert. Premièrement, ça va alimenter le discours de Retailleau et de Darmanin qui vont dire qu'en fait, il y a des éco-terroristes qui ne sont pas là pour agir pour l'écologie, mais qui sont là uniquement pour commettre des actes de dégradation. Et le deuxième paramètre, je pense, c'est la question qui va être posée, c'est est-ce que ça va donner pas des armes supplémentaires à ceux qui défendent le projet pour notamment prononcer soit la dissolution, soit en tout cas jeter l'opprobre sur tous les gens qui manifestent, parce qu'on se souviendra uniquement des soulèvements de la Terre et pas des autres qui manifestent et qui ont le droit de manifester. 25, voire courant 2026. Ouais. Et c'est de ce flou-là dont profitent les manifestants. En fait, la première difficulté, c'est quand vous regardez la décision du jugement, ils disent que le problème essentiel, c'est l'adéquation entre l'intérêt économique et en fait, les risques écologiques. Voilà, c'est ça pour ça que ça avait annulé la question d'autorisation supplémentaire pour des questions écologiques. Le deuxième paramètre, je pense, qui est important et qui va en fait faire basculer la donne, c'est que ce projet-là a été reconnu d'utilité publique. Donc en fait, le juge va osciller entre les différents principes constitutionnels et les différents principes administratifs pour se dire, est-ce que le risque environnemental est important, ça s'est caractérisé, mais est-ce qu'il est justifié par l'intérêt public, donc par l'intérêt des usagers, plus l'intérêt économique, et ça va être tout le sujet du débat qui va être porté dans la décision d'appel. Je pense qu'au vu des différentes tendances et au vu du contexte économique qui se dégrade, on n'est pas sur la même décision qui a été portée il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois. Donc, au fur et à mesure que la situation économique se dégrade, il y a plus de chances que le juge arbitre en faveur du point économique. C'est-à-dire qu'en fait, le droit, il faut bien comprendre, il est mouvant. Une décision qui est prise dans les années 90, c'est pas la même qu'une décision qui est prise en 2025. Et je pense que le risque, en fait, qu'ont les manifestants, c'est que plus ils dégradent, plus ils contestent les voies légales et classiques, plus ils donnent d'armes supplémentaires au gouvernement qui va défendre son projet, notamment par Je ne crois pas que ça dépende tellement de ça. Je pense que ça pose un problème. Je soutiens Anne Hidalgo, même si elle ne se représente pas, notamment c'est Emmanuel Grégoire qui la remplace, mais il était quand même premier adjoint à ce moment-là. Et ça va être un argument pour les opposants de Anne Hidalgo. Parce qu'en fait, vous avez à peu près... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont lui dire, les opposants ? Ils vont lui dire une chose très simple. Rachida Dati, par exemple. Rachida Dati, je pense, va lui dire un truc très simple. Ça va dire, comme ce qu'a dit Roland Carroll, dire que c'est un bon projet. Ce serait bien, idéalement, que la Seine soit entièrement baignable, qu'on est tous pour et que pour des questions écologiques, l'ensemble des Parisiens seraient pour, parce que je pense que l'ensemble des Parisiens seraient pour. Mais le problème essentiel, c'est que ça coûte 1,4 milliard d'euros, soit l'équivalent de la construction de 4 à 5 hôpitaux flambant neufs, alors que la dette de Paris a dégringolé et que les missions essentielles de Paris ne sont pas assurées. Notamment, on reproche à la gestion actuelle, en fait, un coût disproportionné, mais que les missions essentielles comme la sécurité, la propreté, qui vont être les thèmes de la campagne de l'élection municipale 2026, ne sont pas assurés. C'est ça, je pense, l'angle mort, l'inadéquation entre... Vous pouvez faire des grands projets si tout le reste suit, mais si l'ensemble des missions essentielles ne sont pas suivies et que vous réalisez des grands projets, vous apparaissez comme des élus hors sol, et je pense que ça va alimenter les critiques qu'on connaît habituellement sur Anne Hidalgo. C'est le double question. En fait, si vous regardez sur la question strictement parisienne, vous aurez une partie des gens, et qui sont pas loin de 50%, qui vont dire que les questions écologiques sont primordiales. Par contre, vous avez une autre, c'est ce qui montre le dernier sondage, 50% aussi qui pensent que les questions de sécurité, de propreté et les questions de finances publiques sont aussi prioritaires. Et ça va être ça le clivage, et je pense que Roland a raison, ça va être quasiment, on est sur un arbitrage à 50-50, ce qui n'est pas le cas, et ce qui place la difficulté pour la mairie sortante, parce qu'habituellement, Paris est structurellement à gauche depuis les années 2010 et depuis l'élection de François Hollande, à laquelle le rapport de force est plutôt 55 pour la gauche et 45 pour la droite, voire même 60 pour la gauche, 40% pour la droite. Donc là, ça montre quand même qu'il y a un essoufflement et qu'on arrive à une fin de règne. Est-il, selon vous ? Oui, il s'adresse à plusieurs personnes. Il s'adresse à François Bayrou, il s'adresse à Gérald Darmanin et surtout à Bruno Retailleau. Essentiellement. Moi, je pense qu'il y a une difficulté dans sa déclaration, c'est que Emmanuel Macron a fait plusieurs recadrages, notamment rappel à l'ordre, notamment il a fait une dernière interview sur les questions écologiques. Et depuis qu'il a fait son interview, au final, les reculs qu'on appelle les fameux reculs écologiques n'ont cessé de s'accentuer. On l'a vu sur plusieurs projets. Ce qui veut dire que sa parole porte encore. Moi, je pense que sa parole ne porte quasiment plus. Enfin, et je pense que... En tous les cas, sur la prime rénov', ça a marché, ça a fonctionné. Sur le reste, il va avoir beaucoup plus de difficultés quand on rentre dans le détail. Il dit qu'il recadre François Bayrou. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que François Bayrou, ce n'était pas son choix numéro 1, et c'est que François Bayrou s'est imposé à lui. Donc l'autorité qu'il a sur François Bayrou est amoindrie que si c'était quelqu'un comme Le Cornu ou quelqu'un d'autre. L'autre point aussi, c'est que Bruno Retailleau est maintenant dans une course et une aventure personnelle, et notamment présidentielle, et il n'y a aucun intérêt pour lui, notamment dans les déclarations qu'il entreprend, de se coller à Emmanuel Macron. Donc plus il contestera Emmanuel Macron, plus il défiera Emmanuel Macron,
plus il se dit, je pense, qu'il ne montera dans les sondages, et c'est ça qui lui permettra de créer un décalage, comme Nicolas Sarkozy avait créé un décalage avec Jacques Chirac. Jacques Chirac encadrait Nicolas Sarkozy se rebellait, et c'est ce qui a permis à Nicolas Sarkozy d'être élu. Je pense que Bruno Retailleau essaie d'emprunter le même chemin. Politique. Normalement, l'arme considérant que là, depuis quelques mois, c'est une espèce d'immobilisme. Oui, normalement, l'arme de dissolution était censée... Enfin, je pense qu'il voulait utiliser l'arme de dissolution, non pas pour l'utiliser concrètement, mais pour mettre la pression sur le Parti socialiste et les Républicains qui ont beaucoup à jouer en vue des élections municipales, pour leur dire tenez vos troupes, tenez un minimum une forme de stabilité gouvernementale. Sinon, si vous censurez le gouvernement et que Bayrou tombe ou que les autres premiers ministres tombent, il sera obligé de dissoudre. C'était un peu ça la rhétorique qui était utilisée. Là maintenant, il y a une difficulté qui est majeure, c'est que premièrement, il y a une partie des grands partis qui veulent notamment la dissolution. C'est le cas de la France Insoumise. Il y a une incertitude sur le Rassemblement national au regard de la situation de Marine Le Pen, mais de plus en plus de partis veulent une dissolution. Et autre point, c'est que les Français, majoritairement maintenant, et ce qui n'était pas le cas avant, veulent désormais une dissolution. Donc est-ce que Emmanuel Macron a assez d'autorité pour pouvoir tenir contre l'ensemble des Français? Ça va être ça le rôle à jouer. Je pense qu'il n'a pas intérêt à dissoudre, parce que sinon il va perdre les élections. Mais est-ce qu'il ne sera pas obligé de le faire par la force des choses des partis et des Français? C'est une autre question. Sur ce qui attend François Bayrou. Deux incertitudes, c'est là. Est-ce que le socle commun sera toujours un socle commun jusqu'au moment? Mais surtout, est-ce que ce socle commun, il existe toujours à l'aune de ce qu'on voit? Il existe politiquement et tactiquement, mais il n'existe pas idéologiquement parce qu'ils n'ont pas été élus ensemble, ils n'ont pas été élus sur un programme ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des différences. Mais politiquement, ils ont intérêt à rester ensemble parce que c'est pour ça que Retailleau, pour l'instant, ne quitte toujours pas la barre, même s'il a des désaccords. L'autre point qu'on a comme incertitude, c'est est-ce que Marine Le Pen veut véritablement une dissolution dans la mesure où elle-même ne pourrait pas se représenter et qu'elle perdrait une partie de l'autorité qu'elle a sur ses troupes. La dernière incertitude que j'ai, moi, c'est le Parti socialiste. Est-ce qu'ils sont prêts à faire une dissolution, donc être obligés d'être alliés au LFI avant les élections municipales, alors qu'ils vont partir 3 semaines plus tard ou 3 mois plus tard en guerre contre la France insoumise à Paris, à Lyon et à Marseille? C'est beaucoup moins sûr. Donc en fait, je suis d'accord avec Roland Carroll, en fait, chacun affiche et gonfle le muscle et gonfle les torses pour obliger Bayrou à donner des concessions, mais c'est pas sûr que leur menace puisse être mise à exécution.